Très bien. Allez, chers collègues, merci de votre présence. Je vous propose que nous ouvrions tout de suite nos travaux, même si on voit bien qu'il va falloir que certains de nos collègues nous rejoignent pour qu'on ait l'impression quand même de densité. Mais c'est vrai qu'on a avancé le démarrage de notre réunion par rapport à l'horaire habituel, compte tenu qu'effectivement nous avons 3 textes à examiner ce matin. Donc, on commence par la proposition de loi visant à mettre en place un programme de soutien à l'innovation thérapeutique contre les cancers, les maladies rares et les maladies orphelines de l'enfant. Et j'accueille Marie Récalde, qui est rapporteure de ce texte. Peut-être avant, rappeler, mais je le rappellerai quand tous nos collègues seront arrivés, qu'on va essayer d'être allant dans les débats, concis dans les prises de parole, et d'aller à l'essentiel, ce qui nous permettra de faire face d'abord aux 3 textes, mais aussi surtout à tous les amendements qui y sont attachés. Voilà, Madame la rapporteure, bienvenue, je suis heureux de vous accueillir et je vous donne tout de suite la parole pour présenter votre texte. Merci Monsieur le Président et chers collègues, quelques propos liminaires pour présenter ce texte. D'abord, permettez-moi de vous dire la gratitude que j'éprouve d'être accueillie pour une commissaire de la Défense ici au sein de votre commission pour évoquer ce sujet-là qui me tient profondément à cœur, un sujet où la politique de santé, éthique et j'oserais dire humanité se conjuguent avec une intensité particulière. Chaque année, en effet, ce sont 1800 enfants qui sont diagnostiqués d'un cancer dans notre pays. Ce sont des situations qui bouleversent la vie, bien sûr, des familles, souvent avant même que l'enfant n'ait fait son entrée à l'école. Les cancers de l'enfant représentent la 2e cause de mortalité en France entre 2 et 17 ans, avec une incidence en hausse depuis 10 ans. Et un enfant sur 440 développera un cancer avant 15 ans. Et pour 20% d'entre eux, il n'existe pas de traitement à ce jour. Voilà, poser un peu les termes du débat. Et lorsqu'un enfant guérit, ce n'est jamais sans séquelles. Une majorité d'entre eux conserveront en effet des effets à long terme, parfois des limitations fonctionnelles, parfois des complications sévères. À ces enfants atteints de cancer pédiatrique s'ajoutent près de 7000 maladies rares recensées en France, qui touchent environ 3 millions de personnes, dont 2 tiers sont des personnes dont la maladie rare a commencé dès l'enfance. Cette concentration pédiatrique devrait donc faire de la recherche dédiée une priorité. Or, à ce jour, ce n'est pas le cas. La singularité française, mes chers collègues, tient à ce que nos stratégies et nos structures de recherche, loin d'être cohérentes et intégrées, sont cloisonnées, éparses et difficilement lisibles. Les politiques publiques existantes ne compensent pas cette réalité. 2 grands dispositifs structurent aujourd'hui notre action. D'un côté, la stratégie décennale de lutte contre les cancers, de l'autre, le plan national maladies rares. Si ces 2 dispositifs ont permis des avancées indéniables, il faut le dire, ils restent largement cloisonnés et insuffisamment orientés vers les besoins de l'enfant. La stratégie décennale, pour sa part, compte 234 mesures opérationnelles et mobilise plus de 1,7 milliard d'euros, mais seulement 11 mesures concernent spécifiquement les cancers pédiatriques et moins de 8% des financements. De même, seuls 2 objectifs du 4e plan maladies rares visent explicitement les enfants. Le cloisonnement de ces 2 plans est d'autant plus regrettable que cancer pédiatrique et maladies rares présentent de fortes similitudes, de faibles effectifs de patients, des pathologies sévères et complexes qui nécessitent des compétences extrêmement spécialisées et une forte dépendance à la recherche internationale pour progresser. Tous ces éléments justifieraient à eux seuls une stratégie intégrée. Pourtant, mes chers collègues, le paysage institutionnel est fragmenté et peine à se structurer. Des centres d'expertise nationaux, des centres d'essais précoces, des organismes interrégionaux de recherche, des centres hospitaliers universitaires, des centres de lutte contre le cancer, des agences et des comités scientifiques, tout cela constitue autant de guichets pour les chercheurs. Donc chacun agit selon ses propres règles, ses propres calendriers et ses propres critères. Et les équipes aujourd'hui passent un temps considérable à identifier et à répondre aux appels à projets plutôt que de faire avancer les traitements. Dans cette absence de stratégie coordonnée découle une conséquence majeure, la dispersion des financements. Les ressources sont éparpillées entre 5 programmes du budget général, issus de 3 missions ministérielles, et dépendent en partie également du budget de la sécurité sociale.
Cette segmentation limite la masse critique d'investissement qui serait nécessaire pour faire émerger des innovations significatives et réduit également la visibilité des opportunités et ralentit l'ensemble de la chaîne d'innovation. Or, la recherche pédiatrique ne peut être pensée comme un simple sous-chapitre de la cancérologie adulte et elle doit constituer un domaine autonome doté de moyens dédiés. Cette recherche pédiatrique souffre d'un paradoxe persistant. Elle est scientifiquement nécessaire, mais économiquement peu attractive. Et c'est là une des principales raisons pour lesquelles l'oncologie pédiatrique demeure un parent pauvre de la recherche médicale. Les grands laboratoires pharmaceutiques investissent majoritairement dans des domaines où les retours économiques sont plus prévisibles, les cohortes de patients plus larges et les essais cliniques moins risqués. À l'inverse, les cancers de l'enfant constituent des pathologies rares, complexes et nécessitent des approches thérapeutiques très spécifiques. Le modèle économique classique de la recherche pharmaceutique ne peut donc pas s'y appliquer. Résultat, les innovations destinées aux enfants proviennent rarement des grands groupes industriels, mais émergent principalement de la recherche académique et reposent pour leur développement clinique sur un écosystème fragile, celui des start-up et des biotech spécialisées, qui sont devenues des entreprises déterminantes. Ce sont elles qui portent les innovations de rupture, celles qu'un grand laboratoire pharmaceutique ne prendra pas le risque de développer sans preuve préalable de viabilité. Pourtant, en France, ces start-up sont très insuffisamment financées. Leur développement ne peut pas s'appuyer sur des financements publics pérennes, là où d'autres pays ont construit des environnements stables. La France laisse ses meilleures initiatives s'essouffler, faute de moyens, ou se tourner vers des capitaux étrangers. Cela fragilise notre souveraineté scientifique et notre capacité à maintenir un continuum de recherche. Les dépenses de recherche et de développement représentent aujourd'hui 2,2% du PIB. Ce niveau reste en deçà de l'objectif fixé par l'Union européenne qui visait un seuil de 3% du PIB. La France se situe loin derrière la Corée du Sud à 5%, les États-Unis à 3,5%, le Japon à 3,4% et l'Allemagne à 3,1%. Pour les start-up françaises, l'environnement morcelé est particulièrement défavorable. Elles manquent de visibilité à long terme, ce qui rend difficile l'entrée en essai clinique ou l'acquisition d'équipements lourds, de même que l'embauche de personnel qualifié. On se situe dans un secteur où les phases cliniques sont longues, de 10 à 15 ans minimum, coûteuses, complexes, et l'absence de stabilité financière constitue un frein majeur, non seulement à la recherche, mais aussi au progrès thérapeutique. Et pourtant, ce sont précisément ces entreprises qui ont le potentiel de transformer le paysage de la recherche pédiatrique. Elles pourraient, si elles étaient mieux soutenues, accélérer le développement de médicaments innovants, proposer des approches fondées sur la biologie moléculaire des tumeurs de l'enfant, explorer des immunothérapies adaptées, tout en construisant des modèles économiques réalistes. Investir davantage dans ces entreprises, c'est investir dans l'espoir. L'espoir enfin concrétisé de traitements plus efficaces et moins toxiques pour l'enfant. C'est investir dans l'avenir de notre pays. C'est aussi envoyer un message clair, celui que la société française ne considère pas la rareté d'une maladie ou l'absence d'une rentabilité immédiate comme un frein à l'innovation. Ce manque de financement entraîne un retard concret préoccupant, retard dans la mise en place des essais cliniques pédiatriques et retard dans l'accès aux thérapies. Songez qu'en France, pour les médicaments orphelins bénéficiant d'une autorisation au niveau européen, il faut 360 jours, soit à peu près 1 an, pour obtenir un remboursement et un accès effectif pour les patients. 1 an, mes chers collègues. 1 an pour un enfant souffrant d'une maladie rare ou d'un cancer agressif, c'est souvent une perte de chance majeure. Il est important de comprendre pourquoi ces retards sont particulièrement lourds de conséquences chez l'enfant. La biologie pédiatrique est spécifique. Les enfants ne sont pas des adultes en miniature. Un traitement conçu pour l'adulte ne peut être administré à un enfant sans précaution majeure. Les doses, les mécanismes d'action diffèrent profondément. De nombreux cancers pédiatriques, neuroblastomes, rétinoblastomes, certains sarcomes n'existent pas ou très peu chez l'adulte et ont des trajectoires biologiques différentes. Les traitements non adaptés à l'âge, notamment les chimiothérapies lourdes, laissent des séquelles cardiaques, neurocognitives, endocriniennes, de fertilité, qui vont impacter toute leur vie d'adulte. Pour les maladies rares, au surplus, il existe un effet de double peine.
25% des patients, qui sont majoritairement des enfants, attendent plus de 5 ans pour un diagnostic, retardant d'autant l'accès à d'éventuels traitements ou essais. S'il faut ensuite 360 jours en médiane pour obtenir le remboursement des médicaments, une partie des patients aura littéralement vieilli ou aura développé des complications irréversibles. Pourtant, mes chers collègues, la France possède des atouts majeurs et indéniables. Un système hospitalo-universitaire de très grande qualité, une recherche fondamentale reconnue internationalement, des équipes et des associations engagées, des entreprises innovantes, prêtes à s'investir. Ce qui manque aujourd'hui, ce n'est ni la compétence, ni la volonté. C'est une stratégie cohérente et un soutien financier à la hauteur des enjeux. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui, à travers ce texte, de créer une contribution dédiée au financement de la recherche pédiatrique en oncologie et en maladies rares. Cette contribution serait prélevée sur le chiffre d'affaires des entreprises du médicament, mais avec une précision essentielle, les médicaments orphelins seraient exclus de l'assiette, par cohérence avec l'objectif de ne pas pénaliser les acteurs qui s'engagent déjà sur des marchés à faible rentabilité et à forte utilité sociale. Le taux retenu serait volontairement faible, afin de ne pas fragiliser la filière pharmaceutique, ni entraver ses capacités d'innovation. Cette contribution, mes chers collègues, a un sens profond, celui de reconnaître que face à la rareté des pathologies, c'est à la puissance publique d'organiser un modèle de financement adapté. Je veux, à ce titre, en conclusion, saluer les associations, les chercheurs et les soignants, notamment ceux de Gustave Roussy et de Bordeaux que j'ai pu rencontrer, qui déploient des trésors d'énergie et d'ingéniosité pour accompagner les enfants et leurs familles tout au long des parcours de soins. Leur abnégation quotidienne nous oblige. Cette contribution doit enfin permettre de renforcer le soutien à nos biotech, dont la capacité d'innovation est indispensable pour transformer les découvertes académiques en traitements réellement accessibles. Comme me le disait une jeune fille en rémission, âgée de 15 ans aujourd'hui, Charlotte, il faut enfin donner de l'espoir à tous ces enfants qui voulaient grandir et que pour certains, elle a vu partir. Et je ne saurais que trop vous proposer de regarder, pour finir de vous convaincre, les 13 minutes de l'émission que LCP a consacrée à ce sujet dans l'émission Circo sur les cancers pédiatriques. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la rapporteure, pour vos explications très claires, très argumentées. Je vais tout de suite donner la parole aux orateurs de groupe, en commençant par le groupe Rassemblement national, Madame Dogorsuk. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, mes chers collègues, il y a urgence à soutenir l'innovation thérapeutique pour les cancers et les maladies rares et les maladies orphelines de l'enfant. Cette urgence est d'autant plus forte qu'il n'existe toujours pas en France de stratégie véritablement coordonnée et spécifiquement dédiée à ces pathologies pédiatriques. La lutte contre le cancer repose sur une stratégie décennale largement pensée pour les adultes, les maladies rares sur un plan national généraliste et les dispositifs de recherche se superposent. Ce millefeuille institutionnel a la lisibilité des priorités et réduit l'efficacité des financements. Dans ce contexte, la réponse proposée par ce texte consiste à créer une nouvelle contribution pesant sur l'ensemble des médicaments remboursés. Cette logique n'est pas nouvelle. Dès qu'un problème se pose, une partie de la gauche fait systématiquement le choix de créer une taxe supplémentaire. Mais ajouter une taxe à un système déjà saturé revient à fragiliser davantage un écosystème indispensable à notre souveraineté sanitaire. Cette nouvelle contribution frapperait instinctivement tous les médicaments remboursés, y compris ceux à très faible marge, souvent essentiels en pédiatrie ou en maladies rares. C'est un risque majeur. En affaiblissant les produits peu rentables, on menace des traitements indispensables et l'on fragilise encore davantage un tissu industriel déjà sous tension. Par ailleurs, cette approche va à l'encontre des objectifs fixés par France 2030, qui vise à développer des biomédicaments innovants, à soutenir nos biotech et à renforcer la recherche translationnelle. Demander aux mêmes acteurs de financer un nouveau prélèvement sans l'assurance que cet effort fiscal se traduira par un soutien réel à l'innovation, c'est envoyer un message contradictoire au moment où la compétition mondiale s'accélère. Enfin, il ne faut pas ignorer la dimension humaine
humaine et scientifique de l'attractivité, la France peine déjà à retenir ses médecins-chercheurs, ses ingénieurs, ses talents. Les écarts de rémunération avec l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie ou les États-Unis entraînent un véritable exode de compétences hautement qualifiées. Si nous voulons renforcer notre capacité à innover, la priorité doit être de consolider les moyens de la recherche publique. Excusez-moi, monsieur. Non, mais pas de problème. Merci beaucoup. Merci de cette intervention. Je donne la parole à Madame Belouassa Chérifi. Allez-y, je vous donne le micro. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Alors que près de 500 enfants décèdent d'un cancer tous les ans en France et que les maladies rares sont responsables de 10% des décès entre 1 et 5 ans, il est temps de réellement financer la recherche sur le sujet. Car ce qui est fait aujourd'hui est largement insuffisant, vous l'avez souligné Madame la rapporteure. À titre d'exemple, entre 2018 et 2022, sur 177 projets financés, seulement 11 concernaient l'enfant. Pour garantir des traitements efficaces, les enfants doivent bénéficier de recherches qui leur est donc spécifique, plutôt que de dépendre simplement du hasard avec la recherche réalisée plutôt sur les adultes. Aujourd'hui, on constate que les laboratoires pharmaceutiques ne prennent absolument pas leur part dans leur recherche contre les maladies rares et les cancers touchant les enfants, et ce, alors qu'ils se gavent d'argent public. En 2020, ils bénéficiaient de 700 millions d'euros de crédit impôt recherche, par exemple. L'industrie pharmaceutique ne recherche que la rentabilité et n'a donc aucun intérêt à développer une molécule qui bénéficie de fait à très peu de personnes. Cependant, nous ne sommes pas certains que redistribuer des aides à des acteurs privés sans conditions soit la meilleure idée. Nous sommes d'accord avec l'idée de taxer l'industrie pharmaceutique comme vous le proposez dans ce texte, mais financer des start-up nous rappelle un goût amer de 2017. La recherche contre les cancers des enfants mérite mieux. Il mérite une recherche publique, financée pleinement et efficace, et non un dispositif de CIR dont on connaît malheureusement les dérives, c'est-à-dire le fait de gaver des entreprises pour que cet argent finisse en réalité dans les poches des actionnaires. Cette proposition de loi ne prévoit aucune mesure de contrôle sur l'utilisation des fonds attribués, ni aucun critère conditionnant l'attribution de l'argent aux entreprises. Si notre groupe salue l'intention de ce texte, l'exécution nous semble porteuse de dérives qui peuvent être contre-productives quant à l'objectif du texte. Nous proposerons alors des amendements pour que cela n'arrive pas et que l'on converge vers un texte plus ambitieux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sacha Houillet pour le groupe socialiste. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure. C'était déjà à l'initiative du groupe socialiste et de mon collègue Aurélien Rousseau que nous avons créé il y a quelques mois le registre national des cancers pour mieux prévenir, mieux soigner, mieux comprendre ces pathologies qui, chez l'adulte, se répandent à une vitesse inouïe et qui, pour le coup, frappent toute la société. Il y a une spécificité naturellement sur la question des cancers pédiatriques et une sensibilité qui est extrêmement importante pour notre société, quand bien même le nombre de cas peut paraître moins important. 450 décès chez les enfants, c'est extrêmement grave pour une société. Et je renvoie ici à une phrase que nous avons étudiée dans le cadre de la justice des mineurs qui disait que la France n'est pas assez riche d'enfants pour négliger ce qui peut en faire des êtres sains. Ce qui vaut en matière morale vaut naturellement et peut-être encore plus en termes de santé publique. Alors, Madame la rapporteure, vous avez énoncé effectivement tous les enjeux de ce texte et les modalités. Et je dois rappeler aussi que sur le nombre de décès qui sont constatés chez les enfants, c'est presque 25% des enfants qui sont atteints de cancer, puisqu'on compte 1823 cas par an, ce qui est une très forte mortalité. Et puis qu'au fond, l'esprit du texte, il est celui d'un pilotage de l'aide publique qui est apporté aux laboratoires pharmaceutiques. C'est un peu comme si nous conditionnions les aides publiques, ce qui au fond, est une volonté qui est tout à fait légitime. Elle impacterait 70 millions d'euros sur le chiffre d'affaires de 73 milliards des laboratoires pharmaceutiques, c'est-à-dire une goutte d'eau, quand bien même l'enjeu représente pour notre modèle de société bien, un véritable défi. De telle sorte que moi je salue l'initiative qui est portée par la rapporteure. Je me félicite que mon groupe, le groupe socialiste et apparenté, ait choisi d'en faire un des sujets, et sinon le premier sujet de cette niche qui concerne notre commission. Et je souhaite que la commission puisse dépasser finalement les polémiques dont elle peut être friande pour faire œuvre utile et adopter, sinon à l'unanimité, au moins à la plus grande majorité, le texte qui vous est présenté ce matin. Oui, c'est bien. Merci beaucoup. Thibault Bazin, pour la droite républicaine. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, merci de mettre le sujet de la lutte contre les cancers pédiatriques à l'ordre du jour. Merci parce que c'est un vrai sujet.
Comment on peut rester insensible quand 450 enfants de 0 à 17 ans décèdent de cancer pédiatrique chaque année? On a un enjeu sur la recherche qui est peu développée. On a eu des améliorations, on a eu des financements. Moi, je tiens d'ailleurs à saluer la mobilisation de certaines associations qui mènent plein d'actions dans nos territoires. Je pense dans mon département à Nina, Rayon de Soleil, contre la gliomatose cérébrale. Donc oui, il faut améliorer, très clairement. Alors la question après, c'est comment? Et comment? Alors pourquoi pas par la création d'un programme de soutien à l'innovation thérapeutique, mais l'enjeu vraiment est de pouvoir mieux coordonner, mieux structurer. Et on voit bien, plus que la BPI, je pense que le rôle de l'INCa, de l'Institut national du cancer, qui maintenant fait un rapport spécifique sur les cancers pédiatriques, peut porter mieux, à mon avis, cette question. Parce que derrière les cancers pédiatriques, on a l'enjeu des maladies rares. Et comme on a un faible nombre de personnes concernées, on a peu de données. Et donc, pour la recherche, pour la réussir, il faut qu'on puisse partager la connaissance, partager les données, et pas seulement à l'échelle française, pas seulement à l'échelle européenne, à l'échelle internationale. Alors, après, il y a la question du financement. Et là, il faut qu'on ait un financement public et privé de manière à pouvoir mobiliser le maximum de fonds. Mais je ne crois pas que si on taxe les laboratoires pour financer les laboratoires dont on a besoin pour la recherche, on risque d'être contre-productif. Je pense qu'il faut qu'on puisse envisager des modalités discriminées. Il y a une question sur l'accès précoce, propre au cancer pédiatrique. Et moi, je vous proposerai, parce que le financement de l'innovation a été un des enjeux soulevés par la mission CEPS sur la question du prix des médicaments, je vous propose, Madame la rapporteure, en écho à votre proposition de loi, d'interroger au nom de la Commission le CEPS sur la question précise de la fixation des prix des médicaments pédiatriques. Merci beaucoup. Monsieur Benoît Biteau pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. D'abord, saluer l'excellente initiative de notre collègue Marie Recalde sur cette PPL. Saint-Vivien, Saint-Rogatien, Loumeau, La Plaine-d'Aunis, toutes ces communes se situent sur ma circonscription, ont un sinistre point commun. Elles représentent tous un excès de risque de cancer pédiatrique. On retrouve ces surincidences partout en France. Chaque année, sur les 1700 enfants de moins de 15 ans, 10% seulement sont d'origine héréditaire. Les 90 restants sont parfois attribués à la malchance ou à des facteurs environnementaux. Mais les liens causaux entre pollution chimique et santé de nos enfants n'est que trop peu exploré par la recherche, alors que leur concentration ne fait qu'exploser. Sur ma circo en 2019, les résultats de l'étude sur la qualité de l'air étaient sans appel. Sur la plaine d'Aunis, qui entoure Saint-Rogatien, 33 pesticides empoisonnent l'air. En 2022, on atteint 41 pesticides, avec un score record pour le prosulfocarbe, qui est un herbicide agricole. Et je ne parle ici que de l'air, mais l'eau, l'alimentation ne font pas exception. On y retrouve des pesticides, des métaux lourds, colle de cadmium et autres polluants éternels. L'effet cocktail de l'ensemble de ces molécules sur le corps humain et de surcroît sur les enfants n'est pas suffisamment étudié. Face à l'urgence, les industries du médicament ne s'affolent pourtant pas. Pire, dans un cynisme ahurissant, elles préfèrent la recherche sur des médicaments plutôt que pour soigner ces cancers, plutôt que de renoncer aux molécules à la cause du problème. On constate donc un sous-investissement de leur part dès qu'il s'agit d'une pathologie proprement pédiatrique. Il est donc plus qu'urgent que le secteur contribue à hauteur de leur capacité. En 2023, l'industrie pharmaceutique française a fait 73 milliards de chiffre d'affaires. C'est pour cela que j'ai proposé une hausse de taux de contribution à 0,3%, ce qui flécherait environ 220 millions d'euros pour la recherche et l'innovation en matière de cancer, maladies orphelines et rares des enfants. Et donc le groupe des écologistes et moi-même soutenons cette PPL. Merci beaucoup. Nicolas Turquois pour les démocrates. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure. Madame la rapporteure, vous nous proposez une proposition de loi qui nous met dans l'embarras. Parce que le sujet est grave. Le sujet des cancers et des maladies rares pour l'enfant, il est très grave. Il touche, et on voit, il touche des ressorts profonds chez chacun d'entre nous et notamment chez les familles concernées. Il y a beaucoup d'attentes sur le sujet et c'est un vrai enjeu pour la recherche parce que les maladies rares, sujet que j'affectionne particulièrement, c'est déjà compliqué en tant que tel, c'est difficile d'identifier parfois les patients concernés, de les amener vers les centres de recherche dédiés. Il y a un problème d'identification, il y a un problème de nombre d'effectifs et pour les enfants c'est encore plus rare parce que
parfois une même maladie, il faudrait envisager des moyens d'administration, ce qu'on appelle la galénique spécifique, pour que ça soit acceptable pour l'enfant avec ses conséquences. Donc il y a un enjeu majeur de recherche autour de ça. Par contre, vous proposez une solution qui nous convient pas, clairement. Vous évoquez un fonds géré par la BPI. Alors, vous déploriez dans votre introduction la multiplicité des acteurs de recherche. Là, on va avoir un fonds supplémentaire. Tout à l'heure, le rapporteur général a évoqué l'INCa, qui est un acteur. Il y a des centres de recherche qui sont dédiés aux maladies rares. Là, on va mettre un fonds supplémentaire qui va intervenir dans cette équation, qui va encore un peu plus la compliquer, qui va mobiliser du temps pour les chercheurs. Et puis, ce fonds, vous l'alimentez par un taux de prélèvement obligatoire sur les entreprises pharmaceutiques. Il y a eu des études, le taux le plus élevé de l'OCDE en termes de taux de prélèvement sur les entreprises pharmaceutiques. Si on peut déplorer, c'est pas la cause unique, si on peut déplorer un affaissement de la recherche en France, il faut voir aussi un lien avec la progression des contributions qui sont faites sur ces entreprises. Je ne dis pas que toutes les entreprises de pharmaceutiques sont vertueuses, mais on ne pense pas que ce soit les bons moyens. Il nous faut plutôt quelque chose qui soit acté sur un fonds public dédié pour coordonner des enjeux spécifiques autour des maladies rares et des cancers rares pour les enfants. Donc je pense que dans l'ensemble, nous nous abstiendrons sur ce texte. Très bien, merci beaucoup Madame Audrey Badi-Amiel. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues, cette proposition de loi apporte une réponse utile et attendue à un enjeu sanitaire majeur. Les cancers pédiatriques et les maladies rares de l'enfant restent confrontés à un déficit d'innovation thérapeutique, à une forte errance diagnostique et à une insuffisante disponibilité de traitements adaptés. La mise en place d'un programme spécifiquement consacré à ces pathologies constituerait une avancée importante pour structurer l'effort national et accélérer le développement de nouvelles solutions thérapeutiques. La contribution proposée, fixée à 0,15% du chiffre d'affaires des médicaments remboursés ou agréés, apparaît proportionnée et compatible avec les équilibres économiques du secteur. L'exclusion des médicaments orphelins est pertinente pour préserver la viabilité de traitements dont la rentabilité est par nature limitée. Le dispositif est conçu de manière à assurer un financement dédié, lisible et sécurisé, ce qui répond à une demande récurrente des acteurs de la recherche et des familles. Le suivi annuel devant le Parlement permettra d'assurer une traçabilité complète de l'usage des fonds et de mesurer l'impact réel du programme sur l'innovation pédiatrique. Cette exigence de transparence est essentielle pour garantir l'efficacité du dispositif et éviter la dispersion des financements. Pour toutes ces raisons, le groupe Eliott soutient donc cette proposition qui apporte une réponse concrète, ciblée et responsable à des besoins médicaux particulièrement critiques pour les enfants et pour leurs familles. Merci Madame Lebon pour le groupe GDR. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. En 15 ans, sur 150 médicaments anticancéreux pour les adultes, seulement 16 médicaments autorisés pour les enfants. Et il ne concerne que des tumeurs responsables de moins de 4% des décès par cancer chez les enfants. Ça signifie que pour les cancers les plus répandus chez l'enfant, à savoir la leucémie et le neuroblastome, il n'y a pas de traitement spécifique. Aujourd'hui, moi, je voudrais vous parler d'Ayrton, petit réunionnais diagnostiqué à l'âge d'1 an et demi d'un neuroblastome. Pour lui, l'enfer a débuté avec de la fièvre, un ganglion au cou, un ventre gonflé et un œil tuméfié. Mais, pardon, je peux continuer ? Mais à chaque passage chez le médecin ou aux urgences, le même résultat. S'il vous plaît. Un renvoi à la maison. Le jour du diagnostic, 34 métastases découvertes. La prise en charge qui a suivi a été chaotique. 3 hôpitaux, des protocoles qui diffèrent, des équipes qui répètent les mêmes examens faute de connaître l'enfant, des services vieillissants, des matériels obsolètes. Au-delà du soin, les familles affrontent une lourdeur administrative incessante, démarches interminables, coûts indirects élevés. Pourtant, pour guérir, un enfant malade a besoin de stabilité et de parents sereins. Depuis octobre, Ayrton a un traitement avec un protocole allégé, même si la tumeur est toujours là et qu'il n'est pas en rémission, qu'il n'est pas guéri. Après 4 ans de chimio, de prise de sang, de scintigraphie et d'aller-retour à l'hôpital, il peut enfin commencer à vivre son enfance. Je pense bien à lui et à ses parents.
Ce texte propose la création d'un programme de soutien à l'innovation thérapeutique contre les cancers et les maladies rares de l'enfant et il prévoit un financement pérenne grâce à une taxe prélevée sur le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques. C'est un choix politique fort, c'est vrai. Orienter une partie des profits du médicament vers les enfants qui en ont le plus besoin. Je ne parle pas de compétitivité, je ne parle pas de tout ça, je parle vraiment de vie d'enfant. C'est aussi un choix de justice car le droit à l'innovation ne doit pas dépendre du hasard des pathologies ni du lieu où l'on est. Aujourd'hui, nous examinons un texte devant permettre d'octroyer des moyens à l'innovation thérapeutique contre les cancers, les maladies rares et les maladies orphelines de l'enfant, et cette proposition de loi est capitale. Alors bien sûr, nous la voterons, mais nous devons aussi insister sur le fait que l'existant a besoin de moyens et d'amélioration. Merci. Merci beaucoup. Alors, Michel Lozana, pour le groupe Ensemble pour la République. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame la rapporteure. Je suis très heureux, moi, et tout le groupe EPR derrière moi, de cette proposition de loi. Évidemment, vous savez que je travaille beaucoup sur les cancers pédiatriques depuis longtemps. Et donc, nous soutiendrons cette PPL, bien évidemment, en disant quand même qu'il y a quelques points sur lesquels, me semble-t-il, on peut travailler. Voilà. Et tout d'abord, vous dire que quand même, il y a eu des avancées depuis 2017 importantes. Nous avons voté 5 millions d'euros de manière itérative chaque année pour améliorer donc la recherche. Il y a eu un one-shot de 20 millions d'euros aussi qui avait été voté. Et puis, il y a la stratégie décennale qui comporte bien évidemment un chapitre à part sur les cancers pédiatriques et qui est très important et qui nous permet d'avoir une vision de ce qui se fait et comment on évolue dans ces avancées sur la recherche pédiatrique. Donc, ce qui nous manque là un peu, me semble-t-il, et on voit d'ailleurs qu'il y a eu un peu partout des avancées et des initiatives, je crois qu'il nous manque peut-être d'avoir une vision cohérente et peut-être donc créer une espèce de coordination d'abord, qui me semble nécessaire pour justement ne pas se disperser. Et je crois que toutes ces initiatives peuvent être très bénéfiques si on les met sur une même bannière et qu'on avance dans le même sens. Le deuxième point dont on peut discuter, c'est le niveau de prélèvement. Ça a été dit avant moi, 0,15, c'est quand même pas mal quand on sait que, par exemple, le prélèvement de base de la taxation des entreprises du médicament, c'est déjà à 0,20%. Nous sommes, ça a été dit, le pays qui taxe le plus l'industrie pharmaceutique et il ne faudrait pas qu'elle se désengage donc des initiatives qu'elles ont pu prendre ici à droite à gauche, souvent stimulées d'ailleurs par des associations. Donc le niveau du prélèvement me semble possiblement discutable. Et surtout, moi je vous le dis, sans augmentation du prélèvement, il me semble qu'il y a un élément qui est aussi important, sinon plus, pour l'industrie pharmaceutique, ça serait l'accélération des procédures qui sont très très lourdes en France et qui vraiment stérilisent un petit peu toutes les avancées. Et moi je travaille depuis d'ailleurs quelques années là-dessus. L'accélération des procédures pour l'industrie pharmaceutique me semblerait très importante et je pense qu'en contrepartie d'une baisse peut-être du montant des prélèvements, si on leur donne cette accélération, vraiment, il y a des avancées. Et puis, dernier point, ça a été un peu dit, c'est BPI France, qui est bien évidemment très au point pour ce qui est de financer, par exemple, des start-up ou des entreprises, mais qui manque peut-être d'une expertise médicale, scientifique. Et là, nous pourrions peut-être travailler, mais nous allons essayer donc de faire évoluer votre nécessaire loi sur les cancers pédiatriques. Merci. Merci. Très bien, merci pour toutes ces interventions. Madame la rapporteure, est-ce que vous souhaitez répondre quelques-unes des interpellations? Monsieur le Président, merci. Oui. Brièvement. Bien sûr, nous partageons l'ensemble, je crois, des objectifs de cette PPL. Il ne s'agit pas, je vais être rapide parce que les amendements vont nous permettre de répondre à un certain nombre d'observations qui ont été faites. Je comprends la réticence de certains sur l'idée d'une contribution. Moi, je ne l'appelle pas une taxe, on peut l'appeler comme on veut, mais je l'appelle une contribution, voire même un investissement sur l'avenir. Et c'est important aujourd'hui d'avoir un financement spécifique. Quand vous rencontrez les chercheurs, ils sont prêts pour la plupart. Quand ils ont même créé des start-up. Quand ils pitchent devant des investisseurs, eh bien, dès qu'ils prononcent, et notre collègue Lozana le sait, dès qu'ils prononcent le mot pédiatrique,
les investisseurs se retirent. On a vraiment un sujet sur la pédiatrie, sur la prise en compte des traitements et des cancers spécifiques et des maladies rares de l'enfant. Or, nos enfants, ce sont nos avenirs. Donc moi, ça ne me choque pas qu'on puisse demander une contribution à cet investissement sur l'avenir, mais on y reviendra, Monsieur le Président. Quant à BPI, vous remarquerez qu'il n'est pas fléché explicitement dans le texte pour permettre justement d'imaginer des choses plus alternatives. On a pu en discuter avec certains d'entre vous. Pour autant, BPI a un vrai savoir-faire et une vraie expertise sur ce sujet et sur les startups. Et l'idée est bien de faire un effet levier pour avoir une pérennité dans le temps. Mais je répondrai, Monsieur le Président, sur les amendements. Très bien. Eh bien, on va tout de suite rentrer dans le fond de la discussion, justement, et en ouvrant la discussion sur les amendements. On commence à l'article 1er avec des amendements soumis à discussion commune. Et le premier est présenté par Madame Doguersuc, j'imagine. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Oui, effectivement, cet amendement propose de passer d'une logique de taxation à une logique d'incitation en substituant à la contribution sectorielle initialement prévue à un crédit d'impôt spécifiquement dédié à l'innovation thérapeutique pédiatrique. En effet, l'ensemble des acteurs, laboratoires publics, centres hospitaliers, fondations, start-up de biotechnologie, nous ont rappelé que le principal frein à l'innovation pédiatrique est l'absence de financement stable sur les phases les plus risquées, précliniques, études toxicologiques, acquisition d'équipements lourds. C'est là que les projets s'arrêtent et donc c'est là aussi que l'accompagnement public est le plus déterminant. Le crédit d'impôt que nous proposons est calibré avec précision, c'est-à-dire un taux de 40% porté à 50% pour les PME, conformément aux lignes directives du règlement européen, et une éligibilité donc large couvrant la recherche fondamentale, le développement préclinique, les essais préparatoires et investissements technologiques. Merci. Merci beaucoup. L'amendement suivant. Madame Loire, oui. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement de repli propose la création d'un crédit d'impôt recherche spécifiquement dédié au traitement pédiatrique contre les cancers et les maladies rares. Il s'agit d'un instrument fiscal incitatif qui complète utilement le fonds d'investissement prévu par la proposition de loi, sans alourdir la fiscalité déjà très dense pesant sur l'industrie pharmaceutique. Concrètement, contrairement à une nouvelle contribution, un crédit d'impôt encourage positivement les entreprises à engager des programmes de recherche, à assumer le risque des essais cliniques pédiatriques et à développer les innovations encore trop rares dans ce domaine. Dans un secteur où les marchés sont étroits et les investissements difficiles à rentabiliser, offrir un levier fiscal stable et ciblé peut réellement déclencher des projets aujourd'hui inexistants. Cet amendement vise donc à renforcer l'efficacité du dispositif tout en adoptant une approche non punitive tournée vers l'innovation et l'intérêt des enfants concernés. Je vous remercie. Merci beaucoup. L'amendement suivant, Madame Doguersuc. Vous voulez le présenter? Il est défendu? Excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Alors, cet amendement a un objectif clair, replacer l'innovation thérapeutique pédiatrique dans une stratégie cohérente, lisible et déjà structurée par l'État. En inscrivant explicitement ce programme au sein de la stratégie décennale nationale d'innovation en santé, telle qu'organisée sur le plan Innovation Santé 2030, nous garantissons que les efforts en faveur des cancers et des maladies rares de l'enfant ne soient pas isolés ni soumis à des dispositifs parallèles peu coordonnés. C'est essentiel parce que le plan Innovation Santé 2030, doté d'environ 7 milliards d'euros et articulé autour des biothérapies, des plateformes technologiques et de l'accélération de la recherche préclinique, constitue aujourd'hui la principale colonne vertébrale de notre politique publique en matière de santé et de recherche biomédicale. Donc, y intégrer un volet pédiatrique dédié, c'est assurer une gouvernance unifiée, des financements mieux orientés et une articulation réelle entre les laboratoires publics, les industriels et les structures de transfert. Concrètement, cet amendement permettrait donc de mobiliser les outils existants du plan, notamment les appels à projets,
pour les biothérapies innovantes et de renforcer la place des plateformes technologiques pédiatriques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Madame la rapporteure, sur ces 3 amendements. Oui, alors Monsieur le Président, mes chers collègues, sur le premier amendement, enfin les 2 premiers amendements concernent le remplacement de la contribution par un crédit d'impôt. Le premier amendement remplace la contribution au titre des dépenses de recherche fondamentale, phase préclinique et l'acquisition d'équipements lourds pour les cancers pédiatriques, maladies rares de l'enfant, et le taux serait de 40% pour les grandes entreprises et de 50% pour les TPE, PME, si j'ai bien compris. Moi, je ne suis pas favorable au crédit d'impôt. Le caractère incitatif de ce type de dispositif n'est jamais certain, alors que le coût pour les finances publiques, lui, il est bien réel. Ce que nous voulons, c'est soutenir l'investissement dans la recherche pédiatrique, et nous le voulons tout de suite. Avec un crédit d'impôt, les entreprises doivent investir d'abord pour être remboursées, vous le savez. Or, en matière de recherche pédiatrique, les vrais freins ne sont pas fiscaux. C'est le manque de rentabilité, comme j'ai pu vous l'exposer, et l'étroitesse du marché qui freinent l'investissement. Le ciblage est toujours difficile avec un crédit d'impôt. Il y a des effets d'aubaine et c'est très coûteux à contrôler. Enfin, ça ne permet pas de piloter la dépense publique. Ce que nous proposons, c'est un financement ciblé sur les entreprises innovantes et les biotech qui en ont le plus besoin, et tout au long de la vie du projet qui, je le rappelle, est de 10 à 15 ans. Donc, avec le crédit d'impôt, il n'y a pas d'accompagnement, alors que le financement par un fonds d'innovation permet d'entrer au capital des sociétés concernées avec un vrai accès aux décisions stratégiques. Donc, sur ce premier amendement, je considère que la recherche pédiatrique ne se prête pas au crédit d'impôt, Monsieur le Président, et ce sera un avis défavorable. Avis défavorable également sur l'amendement de repli, puisque cet amendement de repli est encore plus compliqué que le précédent, avec des effets d'aubaine encore plus importants à mes yeux. Et sur le 3e amendement qui concerne l'innovation, le programme de soutien à l'innovation thérapeutique pédiatrique dans le plan Innovation Santé 2030, je ne comprends pas bien le sens de votre amendement. Ce que nous proposons, c'est une contribution à part entière, fléchée vers le soutien à l'innovation pédiatrique, en oncologie et en maladies rares. Or, le plan Innovation Santé 2030 dispose d'ores et déjà de crédits budgétaires propres, inscrits au budget général de l'État, et il n'y a pas de raison objective de mélanger les 2 dispositifs. Et en outre, ce plan prévoit explicitement de mobiliser la BPI comme opérateur pour financer l'innovation, la recherche et l'industrialisation de projets innovants dans les domaines de l'écologie, de l'énergie, de la technologie et de la santé. Vous risquez, en fusionnant en fait, ces dispositifs, de noyer la contribution que nous recherchons dans des programmes qui n'ont rien à voir avec l'objectif poursuivi, donc avis défavorable. Très bien, merci. Je vais mettre ces 3 amendements aux voix qui ont chacun reçu un avis défavorable de la rapporteure, en commençant par le premier, le 9, qui est favorable, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Le 22, même avis, même vote, il est rejeté. Et le 10, même avis, même vote, il est rejeté. Et nous passons à l'amendement 18, Madame Loire. Je vous rends le micro, voilà. Merci, Monsieur le Président. Cet article vise à sécuriser juridiquement la contribution prévue à l'article L. 245-6-1 du Code de la Sécurité sociale. Il précise clairement qu'elle est indispensable des contributions déjà existantes à l'article L. 245-6 et L. 245-6-2, afin d'éviter toute ambiguïté quant à son assiette et à son articulation avec les prélèvements actuels sur les laboratoires pharmaceutiques. Cette clarification rédactionnelle permet d'assurer que la nouvelle contribution constitue bien un dispositif autonome doté d'une affectation spécifique au fonds de soutien à l'innovation thérapeutique pédiatrique créé par cette proposition de loi. Il s'agit d'un amendement de sécurité juridique qui garantit la lisibilité du texte pour les acteurs concernés et prévient tout risque d'interprétation erronée ou de contention ultérieure. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Oui, Monsieur le Président, la précision que vous voulez apporter, chers collègues, est purement rédactionnelle. Elle n'a pas de portée sur le fond, elle n'apporte pas de lisibilité supplémentaire, puisque le dispositif proposé est créé via l'insertion d'un nouvel article au Code de la Sécurité sociale. Il prévoit un taux et une assiette spécifiques. Il n'y a donc pas lieu de le distinguer des autres contributions qui figurent à l'article précédent du Code, donc avis défavorable. Oui, Madame Loire. Oui, Madame la rapporteure, c'est bien pour ça que je vous précise que c'est un amendement de sécurité juridique. C'est juste pour sécuriser. Je ne viens pas modifier, je sécurise, c'est tout.
Alors, Madame la rapporteure, sur cette précision. Je ne vois pas en quoi la précision sécurise le dispositif, puisqu'il s'agit bien de la création d'un nouvel article. Donc il n'y a aucune difficulté et aucune insécurité juridique à mes yeux. Allez, on met aux voix. Qui est favorable à cet amendement? Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement suivant, est-ce que c'est Madame Belloissa Chérifi? Merci, Monsieur le Président. Comme j'ai déjà pu l'évoquer lors de la discussion générale, le versement de grosses sommes d'argent aux entreprises sans condition derrière ne provoque que des dérives. L'exemple du crédit d'impôt recherche en est l'exemple parfait. Attribué sans aucune conditionnalité, le CIR n'a absolument pas empêché ses bénéficiaires de mener des politiques de casse sociale, préjudiciable au bon déroulement de la recherche. Pour que cette PPL ne soit pas un cadeau supplémentaire des pouvoirs publics aux acteurs privés, il nous semble à minima indispensable de conditionner à des contreparties, notamment que les fonds attribués iront vers des activités de recherche fondamentales pour faire avancer la lutte contre les cancers pédiatriques et les maladies rares touchant spécifiquement les enfants. Et donc, en cas de non-respect de ces contreparties, il nous semble ainsi légitime d'exiger un remboursement des sommes ainsi perçues et majorées d'une pénalité financière équivalente à 10% des fonds touchés. Merci. Madame la rapporteure. Oui, merci ma chère collègue. J'ai bien compris qu'il s'agit de conditionner le versement des fonds à la préservation des dépenses de personnel en recherche pendant 2 ans. Et je comprends l'objectif qui est louable de ce dispositif, mais je suis défavorable à la mise en place d'une conditionnalité des aides, non pas en général, mais pour le cas précis du financement de la recherche pédiatrique, parce que ça méconnaît les spécificités du marché. Il s'agit de soutenir ici des PME, TPE très innovantes, les biotech, on l'a dit. Et vous, ce que vous visez davantage, je pense, ce sont les grands groupes pharmaceutiques qui ne sont pas concernés par le dispositif de soutien. Ces grands groupes, eux, ne sont pas investis dans la recherche pédiatrique, on l'a dit, parce que, encore une fois, le marché est étroit, risqué, pas assez rentable à leurs yeux. Et les biotech, elles, au contraire, ont des cycles de développement très longs et très incertains. Donc le délai de 2 ans que vous introduisez rigidifie un modèle qui est déjà fragile. Le développement peut prendre 15 ans, le taux d'échec est très élevé. Les biotech n'ont souvent d'ailleurs aucun chiffre d'affaires pendant de nombreuses années. Donc rajouter des conditions très lourdes, même si je comprends l'objectif, encore une fois je le dis, à court terme c'est incompatible avec le modèle financier de ces startups et ça méconnaît leurs spécificités, donc avis défavorable. Très bien. Je vais mettre l'amendement au voie avec un... Non, Monsieur Lozana veut dire un mot? Prenez le micro. Ouais. Oui, très rapidement pour dire qu'en effet, en plus, ce qu'on espère, c'est d'avoir des synergies publiques-privées, qu'on est là plutôt sur de la recherche à la fois fondamentale, mais aussi de la recherche translationnelle, c'est ce qui manque le plus, et que vraiment, je crois que cet amendement rate sa cible, et au contraire, nous devons rechercher des synergies pour avancer sur ce sujet. Merci beaucoup. Je vais mettre l'amendement aux voix avec un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Madame Belloissa Chérifi, pour le prochain amendement, c'est vous aussi? Merci, Monsieur le Président. Dans le même esprit que l'amendement précédent, il s'agit de conditionner le versement des fonds. Et permettez-moi de vous dire que ce n'est pas parce que vous êtes une TPE ou une start-up qu'il ne faut pas conditionner les aides. Il peut y avoir aussi des dérives. Et l'objectif commun qu'on a tous dans cette commission, c'est bien de faire en sorte d'avancer sur la recherche fondamentale et de préserver les postes de chercheurs. Et donc, il me semble important et primordial de pouvoir conditionner les aides justement pour avoir un effet bénéfique, pour faire en sorte que la recherche puisse aboutir, bien qu'elle soit longue, vous l'avez dit Madame la rapporteure, mais ça nous semble primordial de conditionner le versement de cette contribution aux entreprises, quelle que soit leur forme. Merci, merci beaucoup. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement? Pour les mêmes raisons, je suis défavorable à cet amendement. On ne vise pas, encore une fois, ni les grands groupes, même des TPE. On est dans un cas très spécifique, et vous l'avez dit, de la recherche sur les cancers pédiatriques et les maladies rares. Nos start-up, elles sont fragiles, elles évoluent dans un environnement où le risque, c'est l'essence même du modèle. Elles ne gagnent pas d'argent pendant longtemps, donc elles ont besoin qu'on les aide et non pas qu'on les entrave. Je comprends encore une fois vos précautions, mais là, j'ai un avis défavorable. Merci. Je vais mettre l'amendement aux voix avec un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Madame de Gorsuk, le dernier amendement inscrit sur l'article 1er, le 8. Merci, Monsieur le Président.
Oui, cet amendement de prudence a objectif simple. C'est garantir que le dispositif proposé ne fragile pas davantage notre souveraineté sanitaire. Avant de mettre en œuvre une nouvelle contribution pesant sur l'industrie pharmaceutique, nous demandons une étude d'impact complète transmise au Parlement dans l'année suivant la promulgation de la loi. Nous savons que plusieurs médicaments essentiels comme antibiotiques pédiatriques, anticancéreux et corticoïdes injectables sont déjà soumis à des tensions d'approvisionnement récurrents. Donc, on pense que toute mesure fiscale supplémentaire pourrait donc insister à certains laboratoires à réduire ou délocaliser leur production ou encore à arbitrer donc au détriment des segments les moins rentables, notamment les médicaments pédiatriques et les innovations de niche. Donc cet amendement entend apporter une garantie de sérieux et de transparence. Merci. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Oui, ma chère collègue, je comprends l'objectif que vous venez d'évoquer, sauf que votre amendement est rédigé de telle façon qu'il s'agit d'un délai d'un an après la promulgation de la loi. Or, une étude d'impact, en général, c'est une analyse préalable et pas une analyse postérieure. Au demeurant, en outre, un an après la promulgation de la loi, nous n'aurons pas le recul nécessaire pour faire cette évaluation de l'efficacité de la contribution, puisque je vous rappelle que la durée moyenne d'un projet est entre 10 et 15 ans, donc avis défavorable, non pas sur le principe que je comprends, mais sur le dispositif que vous avez proposé. Merci. Je vais mettre l'amendement aux voix avec un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour ? Qui est contre? Il est rejeté. Je vais mettre aux voix l'article 1er. Qui est pour l'article 1er? Qui est contre? Il est adopté. Nous avons un amendement portant article additionnel de Monsieur Bernard. Oui, vous êtes là, pardon. Bien, merci Monsieur le Président. On peut légitimement se questionner sur la pertinence de la gouvernance de ce fonds prévu par le texte initial. Effectivement, si la BPI possède en effet une expertise financière indiscutable, elle ne bénéficie pas pour autant de l'expertise médicale et scientifique nécessaire. L'Institut national du cancer, lui, détient cette expertise. C'est l'institution de référence en France, celle qui connaît le terrain, qui dialogue quotidiennement avec les chercheurs, les cliniciens, les associations de patients. Cet amendement organise ainsi une coopération structurée entre deux institutions existantes. La BPI conserve la gestion opérationnelle du programme et l'INCa définit les orientations stratégiques et valide la pertinence scientifique des investissements majeurs. C'est une logique de complémentarité et d'efficacité. Pour garantir la légitimité du dispositif, l'INCa associe à ses travaux les associations des parents et les sociétés savantes d'oncologie pédiatrique. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Oui, mon cher collègue, je comprends votre souhait de clarifier la gouvernance de ce fonds d'investissement, tout à fait. Mais nous avons souhaité, dans cette proposition de loi, ne pas affecter d'emblée la gestion du fonds afin de nous laisser le temps et la souplesse pour constituer un comité de gestion qui pourra, bien sûr, associer d'autres acteurs pertinents. Quid en effet des maladies rares qui ne seraient pas spécifiquement représentées dans le dispositif que vous proposez? Quid aussi des ministères de la Recherche et de la Santé? Enfin, la gestion d'un fonds d'investissement ne figure actuellement pas dans les missions de l'Institut national du cancer, telles que définies par le législateur dans l'article L1415-2 du Code de la santé publique. Donc, la gouvernance du fonds n'est pas définie, n'a pas été définie dans cette loi, et dans un deuxième temps, il conviendra de déterminer les véhicules législatifs et réglementaires adéquats pour associer tous les partenaires. Donc, avis défavorable pour ces raisons. Merci, Monsieur Lozana. Oui, mais Monsieur le Président, juste une remarque. C'est vrai que c'est quand même un point de fragilité de votre proposition de loi, parce que vous parlez non seulement des cancers pédiatriques, on en a beaucoup parlé, mais les maladies rares et les maladies orphelines. Les cancers pédiatriques, si je peux avoir une image, c'est un pays, vraiment les maladies rares, c'est un continent. Et on risque un peu de s'y perdre là-dedans. Et d'ailleurs, comment on va flécher les différents flux financiers? C'est quelque chose de très compliqué parce que les maladies rares, vraiment, c'est énorme. Il y a énormément de maladies rares et donc ça va être une complication que je vois dans votre loi. Voilà. Oui, bien sûr, si vous voulez, Madame la rapporteure. C'est très juste, chers collègues, mais c'est bien pour ça qu'on précise bien que ce sera dans un second temps qu'on va travailler sur ces modalités-là et trouver le véhicule nécessaire pour cela. Très bien, je vais mettre l'amendement en voie avec un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'article 2 maintenant, avec un amendement de Monsieur Bernard aussi. C'est vous qui le présentez? Amendement 25.
Merci, Monsieur le Président. Je vous ai entendu, Monsieur Lozana, vouloir revoir le niveau de la taxe, et Madame la rapporteure, vous qui ne vouliez pas un crédit d'impôt, ou du moins un entre deux, justement, c'est ce que propose cet amendement. Un mécanisme qui est donc un mécanisme d'incitation puissant. Les laboratoires qui s'engagent concrètement dans la recherche pédiatrique voient leur contribution réduite de moitié. Ce n'est pas une faveur qui est faite à l'industrie, c'est plutôt un levier d'action. Plutôt que de simplement alimenter un fonds par un prélèvement passif, nous créons une incitation directe à l'investissement en recherche et en développement pédiatrique. Les laboratoires ont le choix, soit ils payent cette taxe pleine, ou ils investissent pour les enfants et bénéficier d'une réduction. Merci beaucoup, Madame la rapporteure, sur cet amendement. Alors, que fait cet amendement? Cet amendement, il a pour but de réduire de moitié le taux de la contribution pour les entreprises du médicament qui ont engagé des essais cliniques de phase 2 et 3 avec des enfants ou qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché comportant une indication thérapeutique pédiatrique en oncologie ou pour une maladie rare. Chers collègues, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer, je ne suis pas favorable à la conditionnalité de la contribution. C'est un facteur de lourdeur administrative qui nuirait à l'efficacité du dispositif. En outre, je ne vois pas précisément quelles seraient les entreprises visées. Les grands groupes pharmaceutiques n'investissent pas dans les essais phase 2 et 3 en recherche pédiatrique, car encore une fois aujourd'hui, ils ne sont pas sur ce créneau-là. Je vais en rester là. Ces essais sont généralement réalisés par des start-up, je l'ai dit, qui ne génèrent pas de chiffre d'affaires et ne bénéficieront donc pas de votre réduction de contribution. Et en outre, ça aurait un effet désincitatif pour mener des essais de phase 1. Ça créerait un déséquilibre entre les phases du projet, alors même que nous souhaitons pérenniser l'ensemble de la chaîne d'innovation. Et ça crée pour moi une rupture d'égalité entre les entreprises et les types de recherche, donc avis défavorable. Monsieur Bernard, vous vouliez reprendre la parole? Allez-y. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la rapporteure, vous dites que ça pourrait avoir un effet désincitatif pour la phase 1. Mais justement, finalement, cet amendement pourrait permettre déjà de 1 à ces entreprises pharmaceutiques de faire des essais cliniques. Et si jamais ils arrivent en phase 1 et en phase 2, ça va justement les inciter à aller en phase 2 et 3, pardon, ça va les inciter à aller en phase 1. Donc je pense que justement, l'amendement aura l'effet totalement inverse et incitera les entreprises à investir pour justement bénéficier de ce crédit d'impôt ou du moins cette réduction de taxes. Mon cher collègue, nous n'avons pas la même vision de l'incitatif. Très bien, je vais mettre l'amendement aux voix sur ce constat, sur ce constat implacable. Je vais mettre votre amendement aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Alors, en discussion commune, nous avons d'abord des amendements identiques. Le premier, présenté par Mme Belloissa-Chérifi. Merci, Monsieur le Président. Bénéfices de plus en plus élevés, dividendes records, actionnaires qui s'en mettent plein les poches sur la santé des gens, l'industrie pharmaceutique, en somme, se porte bien. Celui-ci est le secteur qui a capté le plus de crédits impôt recherche, par exemple. Alors, on trouve que la contribution à 0,15% prévue dans cette proposition de loi est un bon début, mais ne va pas assez loin. Donc avec cet amendement, on propose de doubler ce taux. Cela permet d'assurer que la recherche fondamentale et clinique aille jusqu'au bout, c'est-à-dire lutter contre les cancers pédiatriques et les maladies rares infantiles, pour faire en sorte que les moyens qui soient alloués, qui sont toujours insuffisants, et qui crée un retard et qui fait en sorte qu'on a un défi, un difficile, qu'on n'y arrive pas en somme, pardon. Donc par cet amendement, la somme allouée sera portée à 140 millions d'euros, ce qui permettrait de soutenir durablement les efforts en la matière sans que cela menace l'industrie pharmaceutique dont le chiffre d'affaires s'élève à plus de 73 milliards d'euros. Merci. Monsieur Bitot, un moment identique. Oui, non. Vous le défendez? Ok. Je vais le défendre. Allez-y, allez-y. On est d'accord qu'on a des bénéfices dans ces industries qui sont absolument colossaux et qu'on peut imaginer que sur les profits, on puisse leur demander de contribuer à un montant beaucoup plus élevé sur la recherche d'une recherche qui est la grande orpheline de la recherche, c'est-à-dire qu'il y a de la recherche sur le cancer, et je vais être cynique comme ils le sont eux, on mobilise des moyens énormes sur des cancers qu'ils appellent
rentable, et je le mets bien entre guillemets, alors que le cancer pédiatrique n'est pas considéré comme tel. Et donc, on a un déficit de recherche. Et ce serait à la puissance publique de pallier à ça, alors que les causes de ces cancers pédiatriques sont très souvent environnementaux, et donc la conséquence des molécules qu'ils développent et qui mettent en difficulté la qualité de l'air, la qualité de l'eau et la nourriture qu'on met dans nos assiettes. Donc moi, je ne vois pas où est la difficulté à essayer, dans un principe pollueur-payeur, encore une fois, à exiger que ces firmes qui font beaucoup de profits puissent alimenter la recherche pour protéger la santé de nos enfants. C'est la raison de notre volonté dans cet amendement. Très bien. Alors, dans la discussion commune, il y a 2 amendements de M. Lozana. Oui, Monsieur le Président, je défendrai les deux en même temps. En fait, c'est l'inverse de ce qui vient d'être dit. Moi, je veux baisser un petit peu la contribution, non pas pour faire plaisir à l'industrie pharmaceutique, mais c'est ce que je défends dans l'article 10, c'est-à-dire que nous avons une industrie pharmaceutique purement nationale qui est très fragile et fait de petits, entre guillemets, laboratoires pharmaceutiques. Et il n'y a pas que des très grands laboratoires pharmaceutiques. Ça, ce sont les Américains. Nous avons à défendre une industrie française. Et donc, qui est souvent en difficulté parce qu'elle a des médicaments matures et des médicaments qui rapportent assez peu, mais ils contribuent à l'emploi local. Donc moi, je pense qu'on peut baisser cette contribution. Donc j'ai fait 2 propositions, une à 0,05 et une autre à 0,10. Merci. Alors, sur ces 4 amendements, Madame la rapporteure. Alors, sur les 2 premiers de nos collègues de LFI qui visent à augmenter la taxe à 0,3, je comprends parfaitement ce souci de financement pérenne et je vous en remercie. On est tous conscients des besoins de ce financement. Mais néanmoins, les entreprises du médicament participent déjà significativement au financement global, avec au moins 5 taxes sectorielles qui s'ajoutent au dispositif de droit commun et au mécanisme de la clause de sauvegarde qui permet de moduler les remboursements de certains médicaments particulièrement coûteux par l'assurance maladie. Pour mémoire, il existe une contribution sur le chiffre d'affaires et une contribution additionnelle des entreprises du médicament dont le rendement ensemble est de 590 millions d'euros par an. Il existe une contribution sur la promotion des médicaments dont le rendement est d'environ 70 millions d'euros par an. Une contribution due par les laboratoires et les grossistes répartiteurs sur les ventes en gros aux officines pharmaceutiques dont le rendement est de 270 millions d'euros. Enfin, les droits d'enregistrement perçus au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie et la taxe annuelle due par les laboratoires de biologie médicale dont le rendement ensemble est de 70 millions d'euros par an. Donc je ne pense pas qu'il soit opportun dans ce contexte de doubler le taux de la contribution proposée qui, après échange avec l'ensemble des partenaires, constituait un point d'équilibre. Donc ce sera un avis défavorable sur ces 2 premiers amendements, à savoir le S4 et le S16, Monsieur le Président. Ensuite, sur les amendements de M. Lozana, qui sont, comme il l'a indiqué, qui vont dans le sens contraire, puisqu'il s'agit, pour le premier, d'abaisser le taux à 0,05 et le second, qui est un amendement de repli, à 0,1. Mon cher collègue, je connais votre engagement. Nous avons pu beaucoup échanger sur ce sujet pour la question du soutien à la recherche pédiatrique et je comprends votre préoccupation qui concerne la fixation du taux de cette contribution pour qu'elle reste soutenable, incitative et donc efficace et pérenne. Votre amendement, par contre, le premier, le S12, viderait toutefois de son contenu la portée du dispositif. Ce taux ne permettrait pas de financer de manière significative la recherche pédiatrique. Toutefois, à titre de repli, je suis prête à émettre un avis favorable sur l'amendement suivant qui fixe à 0,1 le taux de la contribution. Donc en résumé, ce sera avis défavorable pour le premier amendement S12 et avis favorable sur le S13. Très bien. Alors, pardon, il y a des demandes de prise de parole, des rebonds. Monsieur Bitot d'abord et Monsieur Turcot ensuite. Je vous donne le micro, pardon. Allez-y. Oui, merci Monsieur le Président. Je comprends le développement de la rapporteure, notre collègue Marie Recal. L'objectif de cet amendement, je tiens à le préciser, c'était quand même dans une approche globale de faire le constat que beaucoup de firmes pharmaceutiques qui sont concernées par cet amendement sont aussi productrices de poisons qui sont à l'origine de cancers et de cancers pédiatriques. Moi, le premier malade professionnel agriculteur mort en France était un très bon copain d'enfance à moi. Et ce qu'il racontait quelques mois avant son décès,
c'est que les poches de médicaments qu'il recevait pour soigner son cancer portaient le même logo que les produits qu'il utilisait qui ont provoqué son cancer. Et donc c'est ça le sens de cet amendement. C'est de dire, à un moment donné, ces entreprises, dans une approche globale, ne sont pas que producteurs de médicaments, ils sont aussi, pour certaines d'entre elles, à l'origine du problème. Et que donc, il ne faudrait pas avoir de scrupules à imaginer qu'ils participent à la recherche pour, d'une part, identifier les causes de ces cancers et, d'autre part, mieux les soigner et peut-être trouver les réponses pour éviter qu'ils arrivent et qu'ils se produisent chez nos concitoyens. Donc voilà, c'est le sens de cet amendement. Alors, il n'est sûrement pas parfait parce qu'effectivement, il y a des firmes pharmaceutiques qui ne sont pas eux-mêmes producteurs de molécules dangereuses, mais n'empêche que la cible, c'était cela et je voulais le préciser dans ce rebond. Merci. Nicolas Turquois. Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, d'abord, rappeler que nous, on n'est pas favorable à une contribution supplémentaire pour financer ça. Il faut sûrement un moyen, un vecteur pour comment, dans le cadre des maladies rares, des cancers rares, il y ait une action spécifique sur les cancers pédiatriques, les maladies rares pédiatriques, parce que c'est un modèle qui est compliqué et ça passe sûrement par des questions réglementaires. Les dossiers, les accès précoces sont parfois difficiles à obtenir dans des situations particulières. Donc, nous, on préfère cet axe. L'objet porté par la rapporteure est totalement justifié, mais pas la méthode. Et puis, je voudrais surtout réagir par la première expression de notre collègue M. Bitot, qui a mis tout l'écosystème de la pharmacie dans cette vindicte par rapport à des comportements qui seraient peut-être pas adaptés ici ou là. Il ne faut pas s'étonner après que la recherche se détourne de la France. C'est des propos qui sont aussi réducteurs, ils sont inacceptables. Et donc il faut le dire. Et s'il y a des produits à faire disparaître, il faut les faire disparaître. Mais d'opposer le cancer pédiatrique avec la lutte contre les phytos, c'est juste inacceptable. Alors attendez, s'il vous plaît, si on peut écouter les orateurs, ce serait vraiment très bien et ça éviterait effectivement les brouhahs. Alors, Monsieur Lozana d'abord et Jean-François Rousset ensuite. C'est bon. Oui, c'est bon, Monsieur le Président. Non, moi, très rapidement, alors d'abord, je soutiens un peu ce qu'a dit notre confrère Turquois. Et deuxième chose, je voudrais dire qu'une contribution trop élevée peut effaroucher les laboratoires. Je m'explique, il y a déjà quand même des laboratoires vertueux qui sont engagés à travers des fondations, à travers des liens avec des associations, et j'en connais dans la recherche pédiatrique. Parce qu'ils savent aussi que, d'abord, c'est un affichage aussi pour eux, mais que de faire progresser cette recherche-là peut les amener à autre chose. Et ils sont en lien avec des associations, souvent, qui font un travail formidable. Donc, il ne faut pas tuer cet engagement des laboratoires qui sont déjà sur cette recherche-là. Merci beaucoup. Monsieur Rousset. Oui, je prends la parole pour dire qu'il faut sortir des caricatures quand on parle de recherche et de recherche fondamentale. Il y a un exemple qui va vous parler. La recherche sur l'atome a conduit à la bombe atomique, etc., mais à la radiothérapie qui permet de traiter des cancers du sein, des cancers de la prostate. Donc, au départ, on ne peut pas dire si une recherche va être dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Acceptons que la recherche ait des échecs, mais aussi des bénéfices. Et surtout, prenons un petit peu de hauteur par rapport à ça. Merci. Oui, je vois ça. Merci beaucoup. Yannick Teder. Oui, merci Président. Je voulais rebondir sur les propos de Jean-François Rousset et de M. Lozana. Je crois que le sujet est suffisamment grave. Je pense qu'on est bien dans le cadre des maladies rares. Ça touche une famille sur 20 avec cette spécificité des cancers pédiatriques à près de 500 décès par an. Donc je crois qu'il faut faire attention aux propos qu'on peut tenir ici parce que je crois qu'on lutte tous collectivement contre la défiance et la confiance vis-à-vis de la science. Et je crois qu'il faut faire attention parce que ces propos sortis de leur contexte peut vraiment créer de la méfiance. On a vu que beaucoup de médecine parallèle se développait et je crois qu'il faut au contraire
conforter les parents, les aider en disant que la recherche peut les accompagner, que ça peut sauver des vies. C'est pour ça que moi je salue cette proposition de loi qu'il va falloir effectivement retravailler, et je crois que ce qui va permettre de donner effectivement de la certitude à cette proposition de loi, c'est bien sa gouvernance et le comité scientifique qui donnera effectivement le sens, ce sera le sens de l'amendement que je déposerai en assemblée, pour que effectivement c'est le comité scientifique qui définira effectivement le côté robuste des essais cliniques, de la proposition, avec les experts, l'INCa, les associations de patients. Mais je crois que nous avons un message collectif, nous sommes des élus de la République, nous devons faire attention à nos propos. Ces propos nous engagent, ils sont beaucoup repris par les médias. Les familles cherchent quand vous êtes confrontés à un tel fléau que le cancer d'un enfant, et il faut, au contraire, avoir confiance en la science, et je crois qu'il faut lutter au contraire contre les fausses nouvelles, les fake news, et nous devons tous porter, quelle que soit notre opinion politique, parce qu'une société qui ne croit plus en la recherche et en la science n'est pas une société qui va aller vers de l'avant. Merci beaucoup. Monsieur Henrik Davy. Je partage avec Yannick le fait que la science est importante. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne pense pas que c'était les propos de mon collègue Benoît Biteau. Juste, première chose, d'abord, c'est bien de soigner les cancers pédiatriques, mais c'est aussi mieux de les prévenir. Et on a un souci, si on a autant de cancers et d'autres types de maladies, c'est parce qu'on a eu une industrie de la chimie notamment qui a empoisonné l'air, la terre et les sols. Et ça, on le sait. Et donc, ce que vous disiez, Benoît, c'est que c'est les mêmes industries. Et c'est normal, ça c'est l'évolution de la science, Yannick, et très sincèrement, c'est parce que c'est la science chimique qui a produit ces produits, et les mêmes groupes se sont devenus ensuite des groupes pharmaceutiques. Bon, mais pas tous, et il y a une histoire, mais je peux vous reprendre les groupes les uns après les autres, et vous verrez, enfin, c'est quelque chose que je connais assez bien. Voilà, mais c'est pas grave, enfin, voilà, c'est la vie des groupes, et c'est pas parce qu'ils ont produit des poisons avant qu'ils ne peuvent pas produire des très bons médicaments aujourd'hui, ça on est bien d'accord. Mais c'est pas anormal de se dire que la richesse qu'ils ont accumulée, on puisse un petit peu la ponctionner puisqu'ils l'ont accumulée en produisant les poisons. C'est juste ce qu'il a dit. Bon, par ailleurs, et je le redis, je pense qu'on peut augmenter ces taxes sur les grandes entreprises pharmaceutiques parce qu'elles font énormément de profits. Ça atteint, je vous l'ai rappelé, plus de 373 milliards versés en dividendes à leurs actionnaires à l'échelle internationale, soit l'équivalent de leur R&D. C'est un chiffre que je vais vous rappeler en permanence pendant ce PLFSS et pendant l'examen de cette proposition de loi. Et donc c'est normal de taxer un peu plus leur chiffre d'affaires. Mais après, je suis d'accord avec Yannick, l'important c'est qu'ensuite cet argent soit géré collectivement par les scientifiques et pour essayer de faire en sorte que en fait, l'argent soit utilisé de manière le mieux et pour faire avancer la science. Et là, on est tous et toutes d'accord, je crois. Si le milieu s'y met, c'est mieux. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous les orateurs pour ce débat. Je vais tout de suite mettre Vous voulez dire un mot? Non, c'est bon. Je vais tout de suite mettre aux voix les amendements. Donc les amendements identiques, le 4 et le 16, ont reçu un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. L'amendement 12, qui a reçu un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Et par contre, l'amendement 13 qui a reçu un avis favorable de la rapporteure, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Merci. Ensuite, nous avons l'amendement 23, Madame Loire. Merci, Monsieur le Président. L'article prévoit d'exclure de la contribution les médicaments dits orphelins. L'intention est claire. Protéger les traitements destinés aux maladies rares. C'est dès que l'on regarde de près la réalité du statut, une incohérence apparaît pour l'objectif de cette proposition de loi. En effet, le statut orphelin n'est pas un statut pédiatrique, c'est un statut administratif. Il dépend d'un dossier déposé par le laboratoire, d'un seuil de prévalence, parfois même de considérations économiques. Mais il ne dit absolument rien de l'usage réel du médicament chez l'enfant et l'Agence européenne du médicament le rappelle régulièrement dans ses analyses. On voit alors apparaître des situations difficiles à justifier. Plusieurs immunothérapies utilisées chez l'enfant ne disposent que d'une autorisation de mise sur le marché pour l'adulte. Elles sont pourtant prescrites pour les cancers pédiatriques très graves, mais ne sont pas classées orphelines, faute de demande du laboratoire. À l'inverse, certains médicaments orphelins ne concernent que les patients adultes et seraient pourtant totalement exonérés de la contribution. Cela pose donc une question simple.
Ce critère reflète-t-il réellement les besoins pédiatriques? Exonérons-nous les bons médicaments? Est-il juste de taxer les traitements effectivement utilisés chez l'enfant tout en exonérant les produits très rentables qui ne les concernent pas? Je crois que nous devons répondre par la logique, par la justice et surtout par la fidélité à l'objectif central de cette proposition de loi. Financer l'innovation thérapeutique pour les enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure, sur cet amendement. Oui, ma chère collègue, cette exclusion elle a un fondement qui n'est pas qu'administratif. Les médicaments orphelins que vous souhaitez réintégrer sont déjà des médicaments à la frontière de la non-rentabilité. Et les taxer spécifiquement est contre-productif et incohérent avec l'objectif poursuivi par la proposition de loi. Depuis l'adoption du règlement européen sur les médicaments orphelins en 2000, on observe une forte hausse des autorisations de mise sur le marché des médicaments pour maladies rares. Les orphelins représentant désormais une part significative des nouvelles substances actives approuvées en Europe. Votre amendement constituerait donc, à mes yeux, une anti-incitation fiscale. Donc la France a d'ores et déjà exclu les médicaments orphelins de l'assiette de la taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises du médicament, ainsi que de la clause de sauvegarde. Donc par cohérence avec les dispositifs existants, la nouvelle contribution reprend la même assiette. C'est donc un avis défavorable, Monsieur le Président. Très bien, merci. Je vais mettre l'amendement aux voix avec un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous avons ensuite un amendement, Monsieur Lozana, numéro 14. Oui, Monsieur le Président, rapidement, c'est toujours dans un souci de souveraineté et pour protéger les petites industries françaises. Cet amendement demande à ce que les entreprises qui font plus de 50% de la production de médicaments réalisés en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne seraient exonérées de la contribution. Je pense que ça la baissera un peu, mais pas de manière très importante. Madame la rapporteure. Oui, chers collègues, je comprends votre souhait et on partage l'objectif de souveraineté, vous le savez, mais toutefois, ce type de mesure n'est jamais décisive pour inciter à maintenir une activité. La contribution présente un taux inférieur à 1% du chiffre d'affaires et je doute que les entreprises visées, les grands groupes industriels en l'occurrence, soient par ce biais incités efficacement à ne pas délocaliser. En revanche, vous pouvez contribuer, ce n'est pas certain, à créer un effet d'aubaine pour des entreprises de taille intermédiaire ou des sous-traitants de ces grands groupes qui constituent précisément les entreprises que nous souhaitons voir davantage contribuer au financement de la recherche pédiatrique. Il y a un vrai risque donc à vider le contenu la contribution de son contenu. Donc je mettrai un avis défavorable, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix donc l'amendement avec un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Madame Loire, le 17. Ah, vous n'avez pas le micro. Pardon. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à rendre la contribution prévue à l'article 2 plus Sincèrement, juste. attendez, excusez-moi, Madame Loire. Est-ce qu'on peut faire moins de bruit, écouter l'oratrice? Il y a beaucoup de brouhaha. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à rendre la contribution prévue à l'article 2 plus juste, plus cohérent et surtout plus incitatif. Aujourd'hui, les entreprises pharmaceutiques n'ont que très peu d'incitation économique à investir dans la recherche pédiatrique, notamment dans les cancers et maladies rares de l'enfant. Or, taxer au même niveau celles qui n'engagent aucun effort et celles qui investissent réellement dans un plan d'investigation pédiatrique où les essais cliniques revient à créer un dispositif déséquilibré et finalement contre-productif. En prévoyant une diminution de 50% pour les entreprises dépassant un seuil significatif d'investissement en recherche et développement pédiatrique, nous réintroduisons de la logique et de la justice dans le mécanisme. Il s'agit de récompenser les acteurs engagés tout en incitant les autres à intensifier leurs efforts. Ce n'est pas une exonération, c'est un levier vertueux visant à aligner le financement du fonds sur un objectif même. À savoir stimuler l'innovation thérapeutique pédiatrique. Merci, Madame la rapporteure. Oui, bien dans la lignée, chers collègues, de ce que j'ai exposé pour l'amendement précédent, je ne suis pas favorable. Ce type de mesure n'est, je le redis, jamais décisive. Elle a
parfois contribuer à créer des effets d'aubaine et il y a un vrai risque de vider le contenu de la contribution. Enfin, plus spécifiquement sur cet amendement, la fixation d'un seuil d'exonération complexifie considérablement le dispositif, notamment pour l'administration. Comment on définit le bon seuil pour ne pas créer des inégalités de traitement? Comment on crée de l'équité quand leur activité n'est peut-être pas identique ou comparable? Comment garantir le contrôle de ces seuils? Pour toutes ces raisons, avis défavorable, Monsieur le Président. Très bien, je vais mettre l'amendement aux voix avec un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté, merci. Je vais mettre aux voix l'article 2. Qui est pour l'article 2? Qui est contre? Il est adopté. Nous avons un dernier amendement, Monsieur Lozana, le 11. Oui, Monsieur le Président, donc c'est une demande de rapport. Je ne suis pas souvent pour les rapports, mais là, ça vise à attirer l'attention en demandant un rapport donc, sur l'âge à laquelle se font les essais thérapeutiques, parce qu'en France, même si ce n'est pas forcément interdit, il y a très peu d'essais qui se font avant l'âge de 18 ans. Il faut que ce soit des effets spécifiques, alors qu'il y a des pays où, par exemple, aux États-Unis, à partir de 12 ans, les personnes sont incluses dans les essais thérapeutiques, ce qui peut faire donc avancer l'utilisation de certains médicaments qui pourraient aller en pédiatrie. Voilà, donc c'est une demande de rapport dans ce sens-là, monsieur. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Monsieur Lozana a très bien exprimé le sens de son amendement et c'est un avis favorable. Je précise que le ministère y est également favorable. Très bien. Alors, sur un avis favorable de la rapporteure sur cet ultime amendement, je vais mettre l'amendement aux voix. Qui est pour, s'il vous plaît? Qui est pour l'amendement? Qui a reçu un avis favorable de la rapporteure? Qui est contre? Il est adopté. Je vais mettre aux voix l'article 3. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je vais mettre maintenant l'ensemble de la proposition de loi au vote. Qui est pour la proposition de loi? Qui est contre? Elle est adoptée. Merci beaucoup. Merci, Madame la rapporteure, pour votre efficacité. Très bien. Je vais maintenant appeler Emmanuel Grégoire, qui arrive, pour présenter la proposition de loi visant à protéger les mineurs isolés et à lutter contre le sans-abrisme. Autre proposition de loi présentée dans le cadre de la niche du groupe socialiste à l'Assemblée.